Un Airbus A320, dernier né de la firme européenne, s'écrase près de Mulhouse lors d'un vol de démonstration. Dernier bilan sur les 127 personnes à bord, 4 morts et 98 blessés. Nouvelle-Calédonie, un accord pour un début de règlement entre toutes les parties en présence. Le Premier ministre proposera aux Français de donner leur avis par voie de référendum. À quelques jours des premiers départs en vacances, une enquête sur la peur de l'eau et les moyens de la vaincre. Madame, Monsieur, bonsoir. L'accident est survenu en début d'après-midi à l'occasion d'un vol de démonstration au-dessus de l'aéroport de Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Un avion Airbus de la nouvelle série des A320 s'est écrasé au sol alors qu'il venait de survoler la piste à basse altitude. L'appareil a, semble-t-il, accroché le faîte d'un arbre. Pour l'instant, le dernier bilan fait état de 4 morts, 98 blessés sur les 127 personnes, équipage compris, qui se trouvaient à bord, tous invités à un baptême de l'air sur cet avion. D'autres victimes pourraient encore être coincées à l'intérieur de la carlingue. Voici les premières images filmées tout de suite après l'accident. Gérard Beaufils. L'Airbus volait à très faible vitesse à basse altitude, train d'atterrissage sorti. Le pilote n'a pas repris assez de puissance pour remonter. La queue de l'appareil a heurté la cime des arbres. L'avion s'est écrasé à 800 mètres des pistes de l'aérodrome d'Absheim, en pleine forêt, coupant la végétation sur 150 mètres de long et 50 de large. Une rescapée a confirmé avoir bien entendu le frottement sous la carlingue avant que l'Airbus ne racle le sol et s'immobilise brutalement. Évacués par l'équipage au moyen de toboggans, quelques passagers ne souffrent miraculeusement que de contusions. D'importants moyens de secours dépêchés sur place ont permis d'extraire également d'autres passagers plus gravement atteints, notamment ceux qui se trouvaient à l'avant de l'appareil qui a pris feu après l'impact au sol. Ce soir, une chapelle ardente vient d'être dressée près de l'aérodrome d'Absheim. Le bilan, encore provisoire, de 4 morts et 98 blessés pourrait en effet s'alourdir dans les heures qui viennent. Voilà donc pour les premières images et les faits. Il faut le dire, même si l'on pense d'abord aux victimes ce soir, un accident comme celui-ci pose aussi un grave problème économique pour une société comme Airbus qui a déjà vendu plus de 400 appareils A320 dans le monde entier. Et au moment de sa mise en service, c'est la crédibilité de l'avion qui est en cause. Et ce soir, le directeur de l'aviation civile annonçait qu'Air France avait décidé pour l'instant de suspendre ses vols d'Airbus A320. Jean-Marc Brun. Voici la réplique exacte de l'avion qui vient de s'écraser près de Mulhouse. L'Airbus A320 a effectué son premier vol en février 87. Moins large que ses prédécesseurs, il est le premier avion civil entièrement équipé de commandes de vol électrique et de manches de contrôle latéraux, innovation jusqu'ici réservée aux avions de combat. Le pilotage assisté par ordinateur permet en principe une plus grande sécurité. Le logiciel programmé à l'avance peut en effet refuser une vitesse excessive ou une quelconque manœuvre risquant d'engendrer des dommages. Vitesse, cap, altitude sont visualisés sur des écrans cathodiques facilitant l'interprétation du pilote. Il est même possible de détecter des pannes éventuelles grâce à un système de visualisation installé dans la cabine du pilote. En théorie donc, l'A320 est un avion surprotégé. Reste qu'après l'accident d'aujourd'hui, Air France a décidé de suspendre les vols de ce type d'appareil. Daniel Tenenbaum, directeur général de l'aviation civile, a affirmé que l'accident ne pouvait mettre en cause le pilotage à 2 de ces avions. Maurice Chéret, président du syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile, a déclaré pour sa part qu'il est trop tôt pour se prononcer, mais que les automatismes ultra perfectionnés pourraient éventuellement être mis en cause. Accord sur un début de règlement du problème calédonien, signé ce matin par le Premier ministre, M. Michel Rocard, et les 2 parties intéressées. Indépendantiste du FLNKS d'un côté et anti-indépendantiste du RPCR de l'autre. La négociation s'est terminée à l'aube, à l'issue de 45 jours de dialogue commencé par l'envoi d'une mission dans le territoire au lendemain même de sa nomination par le Premier ministre. Principaux points du document, le retour à l'administration directe du territoire par Paris pour une durée de 12 mois, 1 an, consultation par référendum de l'ensemble des Français sur de nouvelles institutions administratives et politiques de la Nouvelle-Calédonie, enfin dans un délai de 10 ans, nouveau référendum d'autodétermination sur le territoire. Mais le plus important pour l'instant du moins reste que les adversaires d'hier ont accepté de se retrouver autour d'une même table et cela se ressentait très nettement ce matin lors de la cérémonie de signature dont l'émotion n'était pas absente. Véronique Saint-Olive, Philippe Barre.
Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur côte à côte, Michel Rocard leur faisant face, c'était à Matignon en fin de matinée. L'accord sur la Nouvelle-Calédonie venait d'être signé. Et si tous les problèmes ne sont pas résolus, loin de là, pour tous, un grand pas venait d'être franchi. Depuis 15 jours, au terme de longues heures de négociations, les délégations de Nouvelle-Calédonie, conduites par messieurs Lafleur et Djibaou, ont ensemble donné leur accord à ce que l'État reprenne, pour les 12 prochains mois, l'autorité administrative sur le territoire, de manière à garantir l'impartialité de l'action publique. La sécurité et la protection de tous doivent être assurées. Des actions de développement économique et social et de formation seront mises en œuvre, notamment pour les régions défavorisées. À l'automne, je proposerai à Monsieur le Président de la République, qui a suivi avec une extrême attention l'ensemble de ces conversations, que le peuple français soit consulté par référendum sur ces institutions nouvelles, afin qu'il apporte, lui, le peuple français, sa garantie la plus haute, la plus fiable, la plus durable. Dans 10 ans, par un nouveau scrutin d'autodétermination, c'est à nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie eux-mêmes qu'il appartiendra de choisir les voies et moyens de leur destin. Je veux m'adresser à eux, si lointains, et depuis 45 jours, si présents à mon esprit et à mon cœur. Je veux leur dire, reprenez espoir. Une page nouvelle va pouvoir s'écrire, non par les armes, mais par le dialogue, par la tolérance, par le travail, par la volonté. Ceux qui, ici à Paris, ont parlé en votre nom, ont fait preuve de courage et de responsabilité. Sans rien abandonner, ils ont su donner et pardonner. J'ai le sentiment, après 15 jours de négociations, de travail, que nous avons réussi à comprendre, tous autant que nous sommes, que nous devions savoir donner, savoir pardonner. Et c'est ce que nous sommes parvenus à faire, je le crois, pour l'avenir. Choisir entre pouvoir travailler en sécurité et s'entretuer, je pense que les délégations étaient conscientes, c'était même émouvant parfois, et je pense que la Calédonie, même si pour les militants c'est un peu dur peut-être dans l'immédiat, je pense que l'avenir saura reconnaître que ces accords ont constitué un pas important. Des deux côtés, on affiche la même volonté de travailler à la paix. Les bases de l'accord sont établies. Reste maintenant aux responsables à en préciser le contenu et aux populations calédoniennes à le vivre. La bonne volonté, vous l'avez constaté, est donc bien réelle de part et d'autre. C'est une chose importante, très importante même. Mais l'accord est avant tout une base de discussion et plusieurs points restent à préciser ou encore à être acceptés par les militants des deux partis en présence. Dominique Thiers. Les deux délégations RPCR et FLNKS se sont engagées à soumettre à leurs bases respectives 4 propositions au moins du gouvernement. Les 3 premiers points concerneraient l'administration du territoire. Sur une période de 12 mois, Michel Rocard propose que la Nouvelle-Calédonie soit gérée directement par Paris. Ce point est, semble-t-il, d'ores et déjà acquis par Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur. Puis le Premier ministre suggère la mise en place d'un statut transitoire sur une période de 10 ans, date à laquelle se tiendrait un scrutin d'autodétermination. Avec l'accord du président de la République, l'ensemble de ce dispositif serait soumis au peuple français par référendum dans les prochains mois. Pour les deux délégations, la signature de cet accord signifie d'abord l'affirmation de leur volonté à poursuivre le dialogue sans pour autant présager du résultat des futures négociations internes. Car sur le terrain, chacun va devoir affronter sa base, ses militants. Plusieurs obstacles en perspective.
Le découpage de l'île, 2 ou 3 provinces, comme le souhaite Jacques Lafleur, 4, comme le demande Jean-Marie Djibaou. La date du scrutin d'autodétermination, ainsi que des précisions sur la question « Qui pourra voter ?» 2 points essentiels, toujours en suspens, qui se négocieront à Nouméa dans chacun des 2 camps. Parmi les réactions les plus attendues après cet accord, celle de l'ancien ministre des Départements et Territoires d'Outre-mer de Jacques Chirac, M. Bernard Pons. Eh bien, M. Pons se félicite de l'accord qui pourtant remet en cause le statut régional qu'il avait élaboré et mis en place pour la Nouvelle-Calédonie, mais il se demande si actuellement la loi républicaine est bien appliquée sur le territoire, autrement dit si la sécurité des biens et des personnes est réellement assurée. Malheureusement, un problème se pose aujourd'hui, même ultérieurement à la signature de l'accord. Est-ce que la loi républicaine est appliquée sur le territoire, à l'heure où nous parlons? Est-ce que la sécurité des personnes et des biens est encore assurée? Je n'en suis pas sûr. Je souhaite de tout mon cœur que le gouvernement respecte l'engagement qu'il a pris aujourd'hui et qui a été formulé par le Premier ministre, à savoir que le gouvernement fera respecter la loi républicaine sur ce territoire français et qu'il assurera totalement, et pour toutes les composantes de la communauté calédonienne, la sécurité des personnes et des biens. Côté socialiste maintenant, on se félicite bien sûr de l'accord qui est aussi, il faut le dire, un succès personnel pour M. Michel Rocard. Mais le ministre de la Culture, M. Jacques Lang, insiste lui sur la victoire sur eux-mêmes des 2 partis en présence. M. Lang. Chapeau. Chapeau d'avoir pris sur eux-mêmes de se rencontrer, d'avoir accepté de mettre entre parenthèses tant et tant de conflits, de déchirements qui, j'en suis sûr, coûtent à chacun des 2, et d'avoir accepté, dans un souci de rapprochement, de dialogue, dans l'intérêt de ce pays, de Nouvelle-Calédonie, cette rencontre. Et il y avait, nous avons ressenti la télévision tout à l'heure, en les écoutant l'un et l'autre, un moment très émouvant, très touchant, d'entendre l'un et l'autre dire, avec des mots simples, ce qu'ils avaient dû accomplir comme effort sur eux-mêmes pour faire gagner l'esprit de dialogue contre l'esprit d'affrontement. Voilà donc pour ce dossier ce soir, et ce que l'on pouvait en dire. Je vous le dis tout de suite, jeudi, notre magazine édition spéciale sera entièrement consacré à ce problème de la Nouvelle-Calédonie. Étrangers maintenant, en Israël d'abord et dans les territoires occupés, l'affrontement prend des formes, je dirais, de plus en plus sophistiquées. Des journalistes israéliens font état de seringues contenant des produits nocifs injectés aux manifestants arabes interpellés, cela bien sûr dans le but de les faire parler. Les autorités de Jérusalem ont également décidé la fermeture de plusieurs écoles palestiniennes et les Palestiniens de leur côté sont soupçonnés de provoquer de gigantesques incendies de forêt. Charles Anderlin. Aujourd'hui, c'est le bosquet de la vallée de la Croix à Jérusalem qui a été en partie détruit par les flammes. Le musée d'Israël se trouve à quelques centaines de mètres. L'incendiaire a réussi à prendre la fuite et hier soir, un feu de broussailles a été allumé près d'une station-service. La catastrophe a été évitée. Même le mont des Oliviers n'est pas épargné. Le nombre d'incendies est à nouveau en très nette augmentation. Nous avons arrêté plusieurs suspects. Tout cela me fait mal au cœur. Ces arbres sont innocents. En Galilée, dans le nord d'Israël, 6000 arbres ont brûlé au cours des dernières 24 heures. C'était une des plus belles forêts d'Israël. Certainement, on peut considérer les incendies de la violence, on peut considérer jeter des pierres de la violence, mais l'aspect le plus important, je dirais, que les Palestiniens sont là et ils insistent à avoir leurs problèmes résolus. Vous êtes un universitaire, un enseignant. Le soulèvement, l'intifada, fait perdre une année scolaire à toute une génération de jeunes Palestiniens, à vos élèves. Vous n'avez pas de regrets? Il y a des Israéliens, par exemple, qui servent certainement la jeunesse israélienne 2 ans dans l'armée. Alors on peut servir 1 an pour l'intifada.
À Jérusalem, la police, en état d'alerte, craint de nouveaux incendies et aussi des explosions de violence à la sortie des écoles palestiniennes. 4 établissements d'enseignement arabe ont été à nouveau fermés. Le comité clandestin du soulèvement a demandé aux Palestiniens de manifester pour marquer l'arabité de la ville. Le vent de la victoire tourne en ce moment en faveur de l'Irak dans son conflit avec l'Iran. Multipliant les offensives, l'armée irakienne est en train de reprendre possession de la presque totalité de son territoire. Une attaque lancée hier lui a rendu la possession des îles Majnoun, une riche région pétrolifère. En face, l'armée iranienne semble en proie à un début de crise sur le plan matériel mais aussi moral. Patricia Coste. La nouvelle tactique du président Saddam Hussein a payé. C'est la liesse chez ces hommes du 3e corps d'armée de Bagdad, et dans la capitale, on a tiré de joie sur les toits. La victoire d'hier vient consacrer la nouvelle attitude de l'armée irakienne. Elle attaque après 6 ans sur la défensive, et vite, 3 victoires en 3 mois, Fao, les îles Majnoun, Chalamché, territoire que les Iraniens avaient conquis après des jours de combat au prix de milliers de morts. Assiste-t-on à l'effondrement de l'armée iranienne? Ils auraient été démoralisés par l'utilisation de gaz chimiques, avance-t-on à Téhéran. C'est un tournant, d'après l'ancien président de la République iranienne, Bani Sadr. Tournant, oui, mais la démoralisation, non. L'armée, les forces armées iraniennes d'aujourd'hui sont révolutionnaires. Ils ne sont pas démoralisés par rapport à l'Irak, à la guerre. Ils sont démoralisés par rapport à Téhéran. C'est-à-dire la lutte interne de pouvoir. Et à partir d'Iran Gate, les choses ne sont plus les mêmes. Il faut savoir pour qui on continue la guerre et pourquoi. Tout ça n'est pas clair. Des centaines de prisonniers iraniens vont partir vers les camps irakiens, tandis qu'à Téhéran, la lutte entre les factions n'aura jamais été aussi vive à la veille de la constitution du nouveau gouvernement. Pour les politiques, la guerre était devenue secondaire, les Irakiens en ont profité. L'Europe, demain à Hanovre en Allemagne fédérale, début du 39e sommet des 12 pays de la communauté européenne. L'occasion d'établir un bilan de toutes les actions menées pour unifier les différentes réglementations dans la perspective, bien sûr, de l'ouverture totale des frontières en décembre 1992. Dans certains domaines, cette liberté sera acquise d'ailleurs bien avant cette date. Exemple, la sidérurgie. Tous les quotas de production seront supprimés à partir du mois de juillet prochain. Mais d'ici là, les derniers pays qui n'ont pas encore fait les efforts nécessaires de réduction de leur production devront se mettre en règle. Avec, bien sûr, les problèmes humains que cela pose. Exemple, près de Naples, en Italie du Sud, région très pauvre, on assiste en ce moment à un drame analogue à celui de Longwy, en Lorraine. Marcel Tria. La rage, ils ont tout dévasté. C'était la semaine dernière. Dans la nuit, des centaines d'ouvriers de Bagnoli, la grande usine sidérurgique napolitaine, étaient venus exprimer ainsi dans la mairie de Naples leur révolte. Comme toujours, lorsque le désespoir ne parvient plus à se faire entendre, il élève la voix. Sans doute, au sud de l'Italie, un nouveau Longwy. Bagnoli, un des fleurons de l'industrialisation du Mezzogiorno sous-développé. 13 000 emplois en 1978 dans une région qui bat tous les records de chômage. Et puis la crise de la sidérurgie, modernisation, restructuration. En 1984, l'usine ferme ses portes pour 2 ans avec l'accord des syndicats. À la reprise, il ne reste plus que 4 850 emplois, à peine le tiers. L'opération a coûté 5 milliards de francs, de l'acier qui vaut de l'or. Mais l'usine est devenue l'une des plus performantes d'Europe. Malheureusement, l'État italien continue à subventionner d'autres secteurs de sa sidérurgie, malgré les interdictions de la communauté européenne, une coulée de 20 milliards de francs par an. Alors de Bruxelles tombe le terrible verdict, respectez au moins les quotas de production, il faut fermer Bagnoli définitivement. La raison pour laquelle ils veulent casser Bagnoli, c'est qu'il y a des grands holdings au niveau international qui veulent se réserver la production des tôles plates. Parce qu'ils savent bien que si Bagnoli vit, ils ne font pas le poids en face de la concurrence de notre usine. De leur côté, les experts européens sont formels. Bagnoli est en effet une entreprise ultramoderne. Malheureusement, disent-ils, elle fabrique de la tôle plate large bande, un produit banal, sans avenir commercial. Une révélation un peu tardive, compte tenu des immenses sacrifices déjà consentis ici. Mourir pour l'Europe de 1992, les métallos de Bagnoli seront difficiles à convaincre.
À l'image de ce qu'on vient de voir en Italie à l'instant, les hommes et les femmes des régions industrielles gravement touchées par la récession gardent la mémoire de ces événements, mémoire collective. Et au Creusot, en Saône-et-Loire, une des anciennes capitales de l'acier français, eh bien les habitants de la ville ont mis sur pied un spectacle intitulé « La messe des travailleurs », une pièce qu'ils jouent sur place chaque soir sur le carreau de la mine. Philippe Menu. Apprécié du monde entier pour la qualité de son acier, le Creusot était le phare d'un monde industriel à son apogée. Véritable aristocratie ouvrière, les Creusotins étaient confiants en l'avenir. La ville tout entière s'offrait aux maîtres des forges qui recevaient les grands du monde. Croyez à toute l'émotion de la famille ouvrière du Creusot, dont les efforts sont récompensés aujourd'hui par une aussi respectable visite. Dans les années 60, 12 000 ouvriers au Creusot. Un enchaînement de dépôts de bilan, dont celui de Creusot-Loire en 84. Aujourd'hui, 2800 ouvriers. Alors la crise, elle était d'autant plus dure à accepter que les Creusotins étaient fiers et heureux de leur savoir-faire. Et faire le spectacle, c'était vraiment pour moi retrouver des personnes, vivre une aventure commune, extraordinaire, qui, par des relations, nous permettait de créer. L'ensemble des acteurs s'occupe de la préparation du spectacle. Ce travail, choisi, est une réponse culturelle à la crise qui les a pris de court. Avec les copains, quand on se réunissait dans l'atelier, à 4 ou 5, à ce moment-là, on disait, de toute façon, en regardant la verrière du toit, on disait, quand ça s'écroulera, la France sera par terre. Ce spectacle, pour vous, alors ça correspond à quoi? Pour moi, le spectacle, c'est une aventure qui se vit à un moment donné de l'année. C'est pour moi comme une récolte de la moisson. Vivre une réelle solidarité qui permette à ceux qui sont au chômage, à ceux qui travaillent, à ceux qui sont jeunes, à ceux qui sont moins jeunes, de retrouver ensemble ou de se redonner les uns aux autres le désir d'être créateur, d'espérer, de croire, d'être heureux, de vivre dans ce monde tel qu'il est. Et c'est ça la messe des travailleurs. On ne quitte pas le monde de l'industrie avec ce point d'interrogation. Que faire de nos déchets industriels? Cette question se pose aux pays les plus avancés et tout naturellement, certains d'entre eux, plus ou moins scrupuleux, ont pensé aux pays du tiers-monde pour qui la tentation est grande de servir de poubelle, moyennant finance, bien entendu. Le phénomène existe déjà, il faut le dire, mais son accélération ces derniers temps et quelques scandales ont porté l'affaire sur la place publique. Jacques Violet. En mars dernier, un cargo norvégien dépose sur une île au large de Conakry en Guinée 15 000 tonnes de cendres d'incinération en provenance des États-Unis. Sur le contrat, on peut lire matériaux de construction. Une société locale fabrique alors des parpaings, des briques. Autour du dépôt où vivent 25 000 personnes, des pêcheurs, on commence à s'inquiéter lorsque la végétation se dessèche et que les arbres meurent. Le gouvernement demande une enquête. On découvre alors que ces cendres d'incinération contiennent des matériaux lourds, des dérivés de plomb et même de la dioxine. Les matériaux fabriqués sont dangereux, impropres à la construction. Même recouverte de plusieurs mètres de terre, cette décharge restera toxique pour les populations. Partout, d'autres affaires. Les États eux-mêmes signent quelquefois sans savoir des contrats avec des sociétés de courtage, des marchands de déchets. Les pays les plus pauvres se laissent souvent séduire par les dollars. L'Afrique, le Brésil et le Mexique accueillent les déchets du monde industrialisé depuis des décennies. À propos de ce problème, nous ne pouvons pas hypothéquer l'avenir du continent et des générations futures. Tout le tiers-monde est en danger, mais les pays veulent donner un coup d'arrêt à ces trafics. Haïti, par exemple, essaie de renvoyer aux États-Unis 4000 tonnes de produits hautement toxiques déposés illégalement sur une plage. Le Liban réexpédie vers l'Italie des déchets arrivés via la Syrie et entreposés à ciel ouvert. Tout semblait pourtant facile dans ce pays en guerre. Les différents scandales révélés, comme le Zanubia, qui navigue pendant des mois avec des fûts toxiques sans trouver de pays pour les accueillir, et la perspective d'avoir des dépôts de déchets nucléaires sur le continent africain, a servi de révélateur. Une prise de conscience des pays du tiers-monde est en train de s'imposer. Revenons à nos problèmes plus terre-à-terre de pays nantis, encore qu'il s'agisse
de la peur de l'eau, un sujet qui tombe à pic, sans mauvais jeu de mots, avant les premiers départs en vacances. Sachez qu'une organisation qui s'appelle Le Pied dans l'eau propose des stages à toutes celles et à tous ceux qui non seulement ne savent pas nager, mais sont effrayés à l'idée même d'entrer en contact avec l'élément liquide. Thierry Calmette et Max Pistolesi. Se baigner, un plaisir. Température de l'eau 32 degrés, appuyé sur ces flotteurs multicolores, les frites, des stagiaires s'imprègnent du programme du week-end. Vaincre sa phobie de l'eau, c'est possible en quelques heures. D'abord, savoir regarder dessous et respirer dans 70 cm d'eau. La plupart des participants ont peur de suffoquer et ils n'ont jamais osé. Ici, une seule méthode, la douceur. Nous sommes en train d'apprendre à mettre le visage dans l'eau avec plaisir. Et pour cela, eh bien, on apprend déjà à aller se regarder sous l'eau. On va maintenant souffler sous l'eau et prendre le temps de souffler. Et surtout aussi être à l'écoute de la musique qu'il y a sous l'eau, puisqu'on entend Vivaldi très clairement dessous. Ça marche à la grande surprise des intéressés eux-mêmes. Il y a encore 3 heures, je n'imaginais pas que je pourrais le faire. Qu'est-ce que vous allez faire que vous n'aviez pas l'habitude de faire? Je ne suis pas encore bien sûre, mais je crois que je vais essayer de monter sur la planche à voile des enfants. Savoir qu'on peut rester sous l'eau sans respirer, ça c'est formidable. Moi je crois que c'est la découverte de la journée. Respirer, oui, mais on apprend aussi à chanter sous l'eau. Une découverte très rassurante, écoutez. De plus en plus profond. 4 heures après le début du stage, chacun évolue à son rythme. Les profondeurs du Grand Bleu peuvent attendre jusqu'à la fin de la soirée, car avec appréhension et concentration, ceux qui n'osaient pas regarder sous l'eau en début d'après-midi savent déjà se maintenir en surface dans le grand bain. Apprivoiser l'eau, même sans savoir nager, trouver des appuis dans le liquide. Un peu d'angoisse, beaucoup de plaisir, on forme déjà des projets. Je suis toujours allée en vacances au bord de la mer, simplement je regardais nager les autres. Cette fois, j'espère que je pourrai nager moi-même. Le pied dans l'eau, une leçon de natation ou bien une forme de psychothérapie? En même temps, ce sont des gens qui nous disent, puis je sais bien aussi que le jour où j'aurai vaincu ma peur de l'eau, il y a d'autres choses qui vont bouger dans ma vie. Alors en ce sens-là, ça peut éventuellement être aussi une thérapie. Le grand saut. Après une seule journée de stage, bravo. Et lorsque vous n'aurez plus du tout peur de l'eau, vous pourrez même y travailler et pourquoi pas faire de la télévision, comme nous. La peur encore, mais raisonnée celle-ci. Elle concerne les pilotes de course moto. Ils prennent des risques, ils le savent, et ils se raisonnent. Thierry Blanco, Gérard Derlet. Profession à haut risque accepté, pilote de Grand Prix moto, défi permanent aux lois de l'équilibre, concentration cultivée à chaque course, repenser chaque geste, chaque courbe, mémoriser vitesse et trajectoire, oublier stress, peur, erreur qui conduisent à la chute. Pendant toute la durée de la glissade, c'est quelque chose qui paraît vraiment très très long, où les images se succèdent et on a le temps de repasser dans son esprit beaucoup de moments de sa vie et beaucoup de choses. Et là, la peur est présente, c'est vrai. Sentiment oublié dès les premiers tours de roue. Rester précis, toujours à la limite de l'adhérence. Maîtriser la puissance, recette, conscience permanente du danger. L'expérience, elle, évite les grosses fautes. Je pense que c'est cette peur qui donne une certaine réserve dans la manière de piloter, parce que sinon je pense qu'on serait ouvert à beaucoup d'excès et ça finirait par des accidents très très graves et constants. Sauf à l'occasion des départs où elles sont parfois spectaculaires, plus de chutes graves en Grand Prix ces dernières années, heureusement. Moto plus performante, sécurité accrue sur les circuits, mais chrono sans arrêt amélioré. Piloter devient un art, la course reste un spectacle et les pilotes tout simplement des hommes. Soyez francs avec nous, votre dernière grosse frayeur, c'était quoi? C'est quand je suis monté à cheval. C'est l'Arlésienne au masculin. Pour l'instant, il est invisible. Il se protège de ses admirateurs et des microbes aussi, dont il a très peur. Mais il sera, c'est sûr, demain soir en concert à Paris. Michael Jackson, 65 000 spectateurs sont attendus au Parc des Princes à Paris. Le Parc des Princes aménagé en salle de concert et dont la pelouse a dû être préservée pour la circonstance. Jean-Marc Bramy, Christian Autain. Attente enthousiaste devant l'hôtel Crillon. Chacun espère apercevoir Michael Jackson. Pas d'inquiétude, il est bien arrivé, la preuve. D'ailleurs, du côté du Parc des Princes,
on met la dernière main aux préparatifs pour les concerts de lundi et mardi prochains. D'abord, on réfléchit. Ensuite, on agit. 6 jours de travail pour l'équipe de 500 spécialistes, anglais, américains et français, chargés d'installer une scène à la mesure de l'événement. 65 mètres d'ouverture sur 29 mètres de profondeur. Ajoutez à cela 3000 projecteurs, 72 micros, 4 écrans vidéo géants, une tour monumentale abritant le mixage, une batterie d'effets spéciaux jalousement gardée, et le décor est planté. Tout le monde aura une visibilité absolument parfaite. On a fait venir un nouveau matériau qui vient d'Allemagne, un matériau synthétique de souplesse et qui sera recouvert au dernier moment par une couche de bidim qui est une sorte de plastique qui laisse respirer la pelouse. Coût de l'opération, 12 millions de francs pour les 2 concerts, dont 5 millions rien que pour l'installation et la location du Parc des Princes. Pour terminer, les résultats du tiercé et du quartet qui se couraient cet après-midi, vous allez les voir s'inscrire sur votre écran. Je vous laisse les regarder. Pour gagner, il fallait jouer le 10, le 7 et le 6. Ça, c'est le tiercé. Quant au quartet qui va s'inscrire, eh bien, il fallait ajouter le 5. Voilà, notre journal est terminé. Le dernier journal vous sera présenté en fin de programme par Philippe Gassot. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.